Après 10 ans, ma famille m'a cruellement exclu. Quand ils ont débarqué dans ma nouvelle maison, leurs visages ont pâli quand j'ai dit. Je m'appelle Valentin, j'ai 35 ans, et je suis un scientifique de données. Ma vie est gouvernée par la logique, les chiffres, et ce que j'appelle les patterns, les modèles prévisibles. Pendant 10 ans, ma famille m'a traité comme un pilier, l'enfant du pays qui avait réussi à la ville, mais qui n'oubliait jamais ses racines. Et pendant 10 ans, j'ai suivi le pattern familial le plus important. Je n'ai jamais manqué une seule réunion annuelle dans notre vieille ferme en Dordogne. C'était mon ancre. Jusqu'à cette année. Le jour où j'ai découvert, par une simple photo sur les réseaux sociaux, qu'ils avaient tenu la réunion sans moi. Ils m'ont cruellement exclu. Sans un mot. Sans une explication. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais le pire était à venir. 3 mois plus tard, alors que je commençais à peine à recoller les morceaux, ils ont sonné à la porte de ma nouvelle maison. Ils étaient là, sur mon paillasson, avec leurs visages graves et leurs attentes. Et quand ils m'ont expliqué ce qu'ils voulaient, leurs visages ont pâli quand j'ai finalement dit ce que j'avais sur le cœur. Si vous regardez cette vidéo depuis un endroit où votre famille vous a blessé, où vous vous êtes senti trahi par ceux qui auraient dû vous protéger, alors cette histoire est pour vous. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais savoir d'où vous venez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions partager ce voyage ensemble. Mon histoire avec ma famille n'est pas simple. Elle est faite d'amour, oui, mais aussi d'obligations tacites et d'un profond mépris pour la vie que j'avais choisie. Vous voyez, dans ma famille, il y avait 2 types de travail, le vrai travail, celui qu'on peut toucher, et le reste. Le vrai travail, c'était la quincaillerie de mon grand-père, un héritage familial que mon oncle Didier avait repris. Un commerce de vis, de boulons, de choses concrètes. Mon travail ? Scientifique de données, spécialisé dans les énergies renouvelables. Pour eux, c'était de la magie informatique. Des sornettes. Quelque chose d'abstrait, d'inutile. Tu ne fabriques rien, Valentin, me disait ma grand-mère Geneviève, la matriarche incontestée de notre famille. Tu joues avec des chiffres sur un écran. Peu importe que je gagne bien ma vie, que mon travail aide à prévoir la production d'énergie pour des milliers de foyers. Ce n'était pas réel. Pourtant, j'y retournais. Chaque été. Pendant 10 ans. Je prenais ma semaine de congé, je faisais les 7 heures de route depuis l'île, où j'avais construit ma vie, jusqu'à la vieille ferme en Dordogne. Je le faisais parce que j'aimais les rires, les souvenirs, l'odeur du bois ancien. Je le faisais parce que, bêtement, je croyais que si je continuais à suivre le pattern, si je leur montrais ma loyauté, ils finiraient par voir ma valeur. Ils finiraient par accepter qui j'étais. Cette année-là, en juin, j'avais commencé à planifier mon voyage comme d'habitude. J'avais même pris un jour de congé supplémentaire. Et puis, un soir, en faisant défiler distraitement mon fil d'actualité, je l'ai vu. La photo. Ma cousine Léa l'avait postée. Toute la famille. 30 personnes. Souriant sur le perron de la ferme. Ma grand-mère au centre, triomphante. Mon oncle Didier, mes tantes Brigitte et Sylvie, tous mes cousins et cousines. Ils levaient leurs verres. La légende disait, encore une réunion de famille inoubliable. On pense à ceux qui ne sont pas là. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé la date. C'était, maintenant. La réunion avait lieu en ce moment même. Sans moi. J'ai d'abord cru à une erreur. Une blague. Mon invitation s'était perdue ? J'ai appelé ma tante Sylvie. Messagerie. Ma tante Brigitte. Messagerie. Mon oncle Didier. Messagerie. J'ai envoyé un texto à Léa, super photo. Je ne savais pas que c'était ce week-end ? Mon invitation a dû se perdre. La réponse est tombée 2 heures plus tard, comme un coup près. Non, Valentin. C'est compliqué. Mamie a dit que tu étais trop occupé avec ton travail important, et qu'il valait mieux ne pas te déranger cette année. Ne pas me déranger. 10 ans de loyauté,
effacé par une excuse bidon. J'étais assis dans le silence de mon grand salon moderne, à Lille, et je fixais le mur. J'étais seul. Et j'avais enfin compris. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait banni. Je ne savais pas encore pourquoi. Je ne savais pas que la véritable raison était bien plus sombre et plus calculatrice. Et je ne savais surtout pas que cette exclusion cruelle n'était que le premier acte d'une manipulation bien plus vaste, qui me mènerait à la plus grande confrontation de ma vie. Pour comprendre pourquoi cette trahison m'a brisé, vous devez comprendre d'où je viens. J'ai grandi dans une banlieue de Lyon, dans une maison où les traditions étaient des murs porteurs. Et l'architecte de ces murs, c'était elle, Geneviève. Ma grand-mère. Une femme petite, sèche, mais avec une volonté de faire. Elle vénérait une seule chose, l'héritage de son propre père. La quincaillerie. Pour elle, ce n'était pas un simple magasin. C'était un temple. Un symbole du vrai travail, de la sueur, de l'honnêteté brute. Son fils, mon oncle Didier, avait été désigné pour être le grand prêtre de ce temple, pour reprendre l'affaire. Tous les autres, mes tantes Brigitte et Sylvie, gravitaient autour de ce soleil de rouille et de métal. Et puis, il y avait moi. Le fils de sa fille décédée. J'étais l'anomalie. L'enfant qui préférait démonter un vieil ordinateur plutôt que d'apprendre à reconnaître un boulon de 12. J'étais un rêveur, un télo. Mais il y avait une personne qui me voyait. Mon grand-père, Marcel. Un homme doux, effacé par la personnalité flamboyante de sa femme. Je me souviens d'un après-midi en Dordogne, j'avais peut-être 12 ans. J'étais assis sur le perron avec un livre de mathématiques, tandis que mes cousins jouaient au foot. Geneviève m'avait lancé, « Tu ferais mieux d'aller t'encrasser les mains, Valentin. » Les chiffres, ça ne nourrit pas un homme. Je m'étais senti rougir de honte. Plus tard, papy Marcel s'était assis à côté de moi. Il n'avait rien dit. Il avait juste pointé le ciel. D'énormes nuages s'accumulaient à l'horizon. Tu vois, Valentin, m'avait-il murmuré. Tout est une question de pattern. De modèle. Le vent, les nuages, les saisons, tout suit une logique. Si tu comprends la logique, tu comprends le monde. Ce jour-là, il m'avait donné la clé. Il avait validé qui j'étais. C'est pour lui que je revenais. Chaque année. Je ne revenais pas pour les critiques de ma grand-mère ou les soupirs exaspérés de mon oncle. Je revenais pour chercher cet instant de validation silencieuse dans les yeux de papy Marcel. Je revenais pour lui prouver que j'avais suivi son conseil, que j'avais fait de l'étude des patterns mon métier. Quand j'ai annoncé, à 18 ans, que je partais à Lille pour étudier la science des données, le drame a été total. De la sorcellerie, avait hurlé Geneviève. Tu jettes ton héritage à la poubelle. Tu offenses la mémoire de ton arrière-grand-père. Didier, lui, au moins, il fait quelque chose de ses mains. Didier, lui, subissait la pression de cet héritage. Il n'avait jamais voulu de cette quincaillerie. Il rêvait d'être musicien. Mais Geneviève avait brisé ce rêve, tout comme elle essayait de briser le mien. Je suis parti quand même. Mais cette culpabilité, cette sensation d'être le traître de la famille, ne m'a jamais quitté. J'ai donc passé les 15 années suivantes à essayer de leur prouver quelque chose. À essayer de réparer leur perception de moi. J'étais devenu un scientifique de données, un homme de logique, mais j'étais piégé dans le pattern émotionnel le plus illogique qui soit, la recherche désespérée de l'approbation d'une famille qui me méprisait. Je pensais que la réussite suffirait. Je pensais que l'argent, le succès professionnel, les obligerait à admettre que j'avais eu raison. C'était mon algorithme secret. Je ne savais pas encore que dans leur système, ma réussite n'était pas une preuve de ma valeur. C'était une insulte. Ma vie à Lille était un autre monde. J'ai trouvé un travail passionnant dans une start-up spécialisée dans l'énergie verte. J'ai rencontré Bastien, qui est devenu mon meilleur ami. Il était ingénieur, il comprenait mon travail. Avec lui, je n'avais pas besoin de me justifier. Ce que tu fais, mec, me disait-il, c'est littéralement prédire l'avenir. C'est fou. J'ai commencé à bien gagner ma vie. Très bien, même. Ma carrière a décollé.
Et j'ai commencé à tester mon hypothèse, si je ne pouvais pas gagner leur respect par la nature de mon travail, je le gagnerais par les fruits de celui-ci. J'ai commencé à leur faire des cadeaux. Des cadeaux chers. Un nouveau four pour la ferme. Un voyage à Rome pour mes tantes. J'aidais financièrement pour les études de mes jeunes cousins. C'était ma façon de dire, regardez. Ma magie informatique est réelle. Elle produit des résultats concrets. Ils acceptaient. Oh oui, ils acceptaient tout. Mais cela ne changeait rien à leur attitude. L'argent était accepté, mais l'homme qui le gagnait était toujours suspect. Et puis, il y avait les retours annuels en Dordogne. C'était mon test. Chaque année, j'essayais de trouver un nouvel angle pour leur expliquer ce que je faisais. Tu vois, papy, disais-je à Marcel, mon travail, c'est un peu comme prédire la météo pour les éoliennes. J'analyse des milliards de données pour savoir quand le vent va souffler le plus fort. Papy Marcel hochait la tête, les yeux brillants. Les patterns, Valentin, toujours les patterns, point. Mais Geneviève intervenait toujours. Ton grand-père utilise l'expérience, Valentin. Le bon sens paysan. Toi, tu le devines avec tes machines. Ce n'est pas pareil. C'est du vent. C'était épuisant. C'était comme se heurter à un mur de briques. Ma logique, mes succès, tout glissait sur eux. Quand je parlais de mes projets, leurs yeux devenaient vitreux. Mais à la seconde où Didier parlait de sa nouvelle commande de perceuse, tout le monde était fasciné. Je vivais une double vie. À Lille, j'étais un professionnel respecté, un innovateur. En Dordogne, j'étais le rêveur, le fils ingrat, qui avait refusé de reprendre la quincaillerie, une offre qu'on ne m'avait jamais vraiment faite, mais qu'ils s'imaginaient m'avoir faite. Mon algorithme pour gagner leur amour échouait lamentablement. Chaque année, je rentrais à Lille plus frustré, mais aussi plus déterminé. Je redoublais d'efforts au travail. Je devenais encore meilleur. Je gagnais encore plus. Je pensais, bêtement, qu'il y avait un seuil. Un montant, un niveau de réussite, qui les forcerait enfin à ouvrir les yeux. J'étais tellement concentré sur ma propre logique que je ne voyais pas la leur. Je ne voyais pas que chaque succès que je leur présentais n'était pas une victoire. C'était une menace. Une preuve vivante que leur monde, leur vrai travail, n'était peut-être pas le seul chemin. Et puis, j'ai introduit une nouvelle variable dans cette équation déjà instable. Une variable qu'ils ne pouvaient absolument pas contrôler. J'ai rencontré Clara. J'ai rencontré Clara lors d'une conférence sur l'urbanisme durable. Elle était architecte, spécialisée dans les bâtiments à énergie positive. Elle était brillante, drôle, et elle aussi, elle voyait le monde en termes de système, de flux, de patterns. Nous étions un couple parfait. Pour la première fois, je n'étais pas seulement compris, j'étais admiré. Après un an, notre relation était sérieuse. Je savais que je devais la présenter à ma famille. J'étais nerveux. Clara était tout ce que ma famille n'était pas, moderne, indépendante, tournée vers l'avenir. Le voyage en Dordogne a été un désastre. Un désastre silencieux et poli, le pire genre. Ma grand-mère, Geneviève, a observé Clara comme un entomologiste étudiant un insecte étrange. Elle lui a posé des questions. Pas sur son travail, non. Des questions sur ses valeurs. Et vous comptez avoir des enfants, ma petite, lui a-t-elle demandé pendant le dîner. Clara, surprise, a répondu, un jour, peut-être, mais pour l'instant, nos carrières sont très. Geneviève l'a coupé. Une carrière, c'est bien. Mais une famille, c'est un héritage. Un homme qui a un travail sur les nuages, comme Valentin, elle a dit ça en me regardant avec pitié, a besoin d'une femme qui a les pieds sur terre. Votre travail, l'architecture, ce sont aussi des idées. Cette famille a besoin de un héritage réel, pas de rêve. Clara était abasourdie. J'ai essayé de changer de sujet, mais le mal était fait. Plus tard dans le week-end, j'ai surpris mes tantes qui chuchotaient dans la cuisine. Elle est trop parisienne pour lui. Même si Clara venait de Bordeaux. Elle ne saura jamais tenir une maison. Sur le chemin du retour, Clara était silencieuse. Ta famille, intense, Valentin.
Surtout ta grand-mère. C'est comme si elle voulait te garder dans une boîte. Elle avait raison. Et cette boîte était sur le point de se refermer. Quelques mois plus tard, j'ai reçu l'opportunité de ma vie. Une mission de 6 mois à Singapour pour diriger un projet de modélisation énergétique pour toute la ville. C'était énorme. Une promotion garantie, une reconnaissance internationale. Le seul problème, la mission commençait début juillet. En plein pendant la réunion de famille. Pour la première fois en 10 ans, j'ai appelé ma grand-mère pour m'excuser. Mamie, j'ai une nouvelle incroyable. J'ai tout expliqué. Le projet, Singapour, l'importance pour ma carrière. Il y a eu un long silence. Ah, a-t-elle dit, sa voix soudain glaciale. Singapour. C'est loin. Plus loin que l'île, en tout cas. Mamie, c'est juste pour 6 mois. Je serai là l'année prochaine, promis. On verra, a-t-elle dit. Tu as fait ton choix, Valentin. Tu as choisi tes chiffres, plutôt que ta famille. Nous comprenons. Et elle a raccroché. La réaction a été disproportionnée. Mes tantes m'ont envoyé des messages passifs-agressifs. Mon oncle Didier m'a laissé un message vocal, alors comme ça, le génie nous abandonne. Bravo. Ne t'inquiète pas, le vrai monde sera toujours là quand tu redescendras de ton nuage. Mais le pire, je ne l'ai appris que des semaines plus tard, de la bouche de Clara, en larmes. Ma grand-mère l'avait appelée. En privé. Elle m'a raconté Clara, que tu avais un problème d'engagement. Que tu fuyais tes responsabilités. Elle m'a dit que tu choisirais toujours le prochain pattern plutôt qu'une personne. Elle m'a dit de me sauver pendant qu'il en était encore temps. J'étais anéantie. Ce n'était plus seulement du mépris. C'était une interférence active. Une manipulation. J'ai essayé de rassurer Clara, mais la graine du doute avait été plantée par une main experte. Elle, qui était déjà si mal à l'aise avec ma famille, a vu cela comme la confirmation de ses pires craintes. Notre relation n'a pas survécu. Nous avons rompu une semaine avant mon départ pour Singapour. J'étais détruit. J'avais perdu la femme que j'aimais à cause d'une famille qui prétendait m'aimer. C'était une injustice si profonde, si vicieuse. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tout annulé pour essayer de sauver votre couple? Où seriez-vous parti quand même? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis parti à Singapour. J'ai réussi professionnellement, mais mon cœur était en miettes. Et je ne savais pas que ma famille venait de trouver la justification parfaite pour m'effacer de leur vie. Ma seule absence en 10 ans était devenue la preuve irréfutable de ma trahison. Les 6 mois à Singapour ont été à la fois un exil et une révélation. Loin de la pression familiale, je me suis plongée dans mon travail comme jamais. Le projet a été un succès retentissant. J'ai été promu directeur de département avant même de rentrer en France. Je suis rentrée à Lille avec une nouvelle confiance. La douleur de la rupture avec Clara était toujours là, mais professionnellement, j'étais au sommet. J'avais de l'argent, un nouveau statut. J'ai décidé qu'il était temps de m'ancrer. J'ai acheté une maison. Pas un appartement. Une vraie maison. Une magnifique demeure de maître rénovée à Marcq-en-Barœul, dans la banlieue chic de Lille. Avec un jardin. Un endroit où je pouvais respirer. C'était le symbole de tout ce que j'avais accompli. Seul. J'avais envoyé des photos à la famille. Les réponses avaient été tièdes. C'est bien grand pour un seul homme, avait répondu ma tante Brigitte. Et puis, un soir, mon téléphone a sonné. C'était mon oncle Didier. Il n'appelait jamais. J'ai décroché, méfiant. Alors, Valentin, sa voix était mielleuse, mais je pouvais sentir l'amertume. J'ai vu les photos de ton palais. Tu te la coules douce, à ce que je vois. Tu te pavanes pendant que nous, on trime. Bonsoir, oncle Didier. Comment vas-tu? Il a ignoré ma question. Ta grand-mère n'arrête pas de dire que tu gardes la vieille quincaillerie comme un trophée. Elle ne veut pas que je modernise, pas que je vende en ligne. L'héritage, l'héritage. Et pendant ce temps, les Chinois nous bouffent tout cru. L'affaire est en train de couler, Valentin.
Je me suis raidi. Je suis désolée d'entendre ça. Ouais. Écoute, j'ai besoin d'un service. Les banques ne veulent plus suivre. J'ai besoin de liquidités pour passer le cap, j'ai besoin de 50 000 euros. 50 000 euros. La somme était lâchée. Il me les faut, a-t-il insisté. Juste pour quelques mois. Pour sauver l'héritage, comme dit ta mère. Je suis resté silencieux une seconde. J'étais un scientifique de données. J'avais vu, par curiosité, les comptes de sa société qu'il avait déposés au greffe. Je savais que son affaire n'était pas en difficulté. Elle était finie. Oncle Didier, ai-je dit calmement, j'ai regardé les chiffres publiquement disponibles. Le problème, ce n'est pas 50 000 euros. Le problème, c'est le modèle économique complet. Il est obsolète. Le pattern du marché a changé. Mettre 50 000 euros là-dedans, ce n'est pas investir. C'est les brûler. Le silence à l'autre bout du fil fut total. Puis, sa voix a changé. Elle est devenue dure, venimeuse. Tu oses? Tu oses me juger? Toi, avec tes chiffres et tes conneries? Tu oses juger l'héritage de ton arrière-grand-père? Je ne juge pas, ai-je dit, je fais une analyse. Ce serait un mauvais. Espèce d'ingrat, a-t-il hurlé. Arrogant. Tu te crois meilleur que nous tous avec ta grande maison et ton salaire de ministre. Tu nous craches dessus. Tu renies ta famille. Il m'a raccroché au nez. Je suis resté là, fixant mon téléphone. Mon analyse était correcte. Logique. Imparable. Et je le savais, au fond de moi. Je venais de signer mon arrêt de mort familial. Les semaines suivantes ont été étranges. Un silence radio total de la part de la famille. D'habitude, j'avais au moins des nouvelles de mes tantes, des ragots, des petites piques. Là, rien. Juin est arrivé. Le mois de la réunion. Malgré la dispute avec Didier, malgré la douleur de Singapour, j'étais prêt à y aller. Je n'avais pas été banni officiellement. J'étais encore, dans ma tête, ce garçon logique qui pensait pouvoir réparer le système. J'allais y aller, et leur expliquer calmement mon point de vue sur l'entreprise de Didier. J'ai appelé ma grand-mère pour confirmer les dates. Comme chaque année. Allô, mamie? C'est Valentin. J'appelle pour savoir si la réunion est bien le week-end du 14? Sa voix était distante. Froide. Oh, Valentin. Je suis très occupée, tu sais. Je dois aller chez le médecin. On en reparle. Elle a raccroché. Chez le médecin? C'était étrange. J'ai envoyé un texto. Pas de réponse. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être vraiment en colère à cause de Didier. J'ai décidé de laisser passer quelques jours. 3 jours plus tard. Un samedi soir. J'étais seule chez moi, je préparais un dossier pour le lundi. J'ai ouvert Facebook distraitement. Et je l'ai vu. La photo. Ma cousine Léa. Elle était sur le perron de la ferme en Dordogne. Entourée de toute la famille. 30 personnes. Il trinquait. La légende, encore une réunion de famille inoubliable. On pense à ceux qui ne sont pas là. Mon cœur a cessé de battre. J'ai zoomé. La photo était datée il y a 2 heures. Ils étaient là-bas. En ce moment même. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé ma tante Sylvie. Messagerie. Ma tante Brigitte. Messagerie. Mon oncle Didier. Messagerie. J'ai appelé ma grand-mère. Directement sur messagerie. Il filtrait mes appels. La panique m'a saisi. C'était une erreur, ce n'était pas possible. J'ai envoyé un texto à Léa, la seule qui avait parfois pris mon parti. Léa, je ne comprends pas. La réunion, c'est ce week-end? Personne ne m'a rien dit. J'ai appelé mamie, elle m'a dit qu'elle était malade. La réponse a pris 1 heure. 1 heure pendant laquelle j'ai fait les 100 pas dans mon salon. Mon téléphone a vibré. C'était Léa. Valentin, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il ne t'avait pas prévenu.
Je suis au milieu de tout ça. J'ai appelé Léa immédiatement. Elle a décroché, sa voix à murmure. Qu'est-ce qui se passe, Léa? Pourquoi personne ne me répond? Chut, je suis dans le jardin, a-t-elle chuchoté. Valentin, c'est affreux. Mamie a dit à tout le monde que tu avais refusé d'aider oncle Didier. J'ai refusé de jeter 50 000 € par la fenêtre, oui. Je sais, mais ce n'est pas comme ça qu'elle l'a présenté. Elle a dit que tu avais jugé l'héritage de papy. Que tu avais dit que c'était bon pour la casse. Didier a confirmé, il a dit que tu l'avais traité d'incapable. Ce n'est pas vrai? Je sais, mais... Mamie a dit que quelqu'un qui crache sur l'héritage familial et qui a choisi l'argent et les étrangers, en parlant de Singapour, plutôt que sa propre famille, n'avait plus sa place à la Réunion. Elle a dit que tu n'étais plus vraiment de la famille. Et tout le monde a baissé la tête et a accepté. Ils ont décidé de ne pas te déranger, point. J'ai dû m'asseoir. Le mot « choisi ». C'était le même mot qu'elle avait utilisé avec Clara. Léa. Papy Marcel, il a dit quoi? Silence. Papy, il n'est pas là, Valentin. Il est très fatigué. Mamie l'a mis dans une maison de repos près de Lyon le mois dernier. Elle a dit que c'était mieux pour lui. J'ai raccroché. Je ne sais même pas si j'ai dit au revoir. Le téléphone m'a glissé des mains. Le pattern était enfin clair. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Et parce que j'avais refusé d'être contrôlée, j'étais effacée. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Un mélange toxique de chagrin et de rage. J'ai pris une semaine de congé. Je ne pouvais pas me concentrer. Je n'arrêtais pas de revoir la photo. Leur visage souriant. 30 personnes, et pas une seule n'avait eu le courage de m'appeler. Pas une. Puis, une semaine après la réunion, j'ai reçu un message. De ma grand-mère. Valentin. Nous avons été peinés de ne pas te voir à la réunion cette année. Mais nous comprenons que tu as de nouvelles priorités. La famille, c'est aussi respecter les choix de chacun. L'hypocrisie. L'audace. J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. Il m'excluait, puis me reprochait mon absence. Il me poignardait dans le dos, et m'accusait de leur tourner le dos. C'est à ce moment-là que la tristesse s'est transformée en autre chose. Une colère froide. Une résolution. J'ai regardé autour de moi, dans cette magnifique maison vide que j'avais achetée. Ils avaient raison sur un point. J'avais de nouvelles priorités. Ma priorité, c'était de survivre à ça. J'ai décidé d'arrêter. D'arrêter d'essayer de réparer un système qui était conçu pour me broyer. J'ai décidé d'arrêter de chercher la validation de gens qui me punissaient pour ma réussite. J'ai décidé de construire mon propre système. Ma maison est devenue ma thérapie. Je me suis lancée dans des travaux que j'avais remis à plus tard. J'ai abattu une cloison. J'ai conçu et construit une bibliothèque sur mesure qui couvrait tout un mur. J'ai passé des week-ends entiers dans le jardin, les mains dans la terre, à planter des arbres, à dessiner un potager. Chaque clou que j'enfonçais, chaque mur que je peignais, était une déclaration. C'était mon choix. Mon espace. Mon pattern à moi. 3 mois ont passé. 3 mois de silence total. Je n'ai pas appelé. Ils n'ont pas appelé. J'ai envoyé un chèque à la maison de repos de Papy Marcel, pour service de confort, sans passer par ma grand-mère. J'ai reçu un « merci » laconique de l'administration. Je commençais à guérir. Je retrouvais mon souffle. Ma maison n'était plus un symbole de réussite pour leur prouver quelque chose, elle devenait un sanctuaire pour me protéger d'eux. Je commençais à comprendre que la liberté avait un prix. Et ce prix, c'était peut-être ma famille. Ce processus de reconstruction a été le plus difficile de ma vie. Je ne vais pas vous mentir, il y a eu des nuits où la solitude était écrasante. Mais cela m'a préparé à ce qui allait suivre. Et croyez-moi, vous n'allez pas croire ce qui est arrivé ensuite. Un samedi matin d'octobre. Je taillais mes rosiers. Le quartier était calme. Une voiture a ralenti devant chez moi.
Une voiture que je ne connaissais pas. Elle s'est arrêtée. J'ai regardé la plaque d'immatriculation. 69, Lyon. Mon cœur s'est arrêté. La portière s'est ouverte. Et ma grand-mère, Geneviève, en est sortie. Suivie de mon oncle Didier. Et de mes tantes, Brigitte et Sylvie. Ils étaient là. Sur mon trottoir. Devant ma maison. Et ils me regardaient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je suis resté figé, sécateur à la main. Eux, sur le trottoir, moi, dans mon jardin. La scène était surréaliste. Ma grand-mère s'est avancée, ouvrant mon portillon sans me demander la permission. Valentin, a-t-elle lancé, d'une voix qu'elle voulait enjouer. Tu ne nous invites pas à entrer? Quelle magnifique maison! Nous nous sommes dit qu'il était temps de venir voir comment tu étais installé. Le ton. C'était le ton qui m'a le plus choqué. Léger, presque badin. Comme s'il ne m'avait pas banni de la famille 3 mois plus tôt. Comme s'il ne m'avait pas infligé la pire humiliation de ma vie. J'ai essuyé mes mains sur mon pantalon. Bonjour. C'est une surprise. Mon oncle Didier avait l'air nerveux. Mes tantes regardaient partout, sauf moi. Où est papy Marcel, ai-je demandé. C'était la seule chose qui comptait. Geneviève a balayé ma question d'un revers de main. Oh, ton grand-père est fatigué. Le stress de tout ça. Il est mieux à la maison de repos. Ne t'inquiète pas pour ça. Le tout ça. Une manière bien pratique de semer la culpabilité. Je les ai fait entrer. Par habitude. Par cette politesse stupide qui avait gouverné ma vie. Leurs réactions ont été immédiates. Ce n'était pas de l'admiration. C'était du choc. Et de l'envie. Une envie pure, palpable. Mon Dieu, a murmuré ma tante Brigitte en entrant dans mon salon ouvert sur le jardin. C'est immense. Et toutes ces fenêtres, a ajouté Sylvie. Toutes ces technologies. Ça a dû coûter une fortune. Mon oncle Didier, lui, ne disait rien. Il serrait les poings, le visage fermé, regardant ma cuisine équipée dernier cri. Tout cet espace, pour un seul homme, a soupiré ma grand-mère. C'est presque du gaspillage. Je suis allée dans la cuisine pour leur faire un café. J'avais besoin d'une contenance. Mes mains tremblaient. Je les entendais chuchoter. Ils n'étaient pas venus pour admirer. Ils étaient venus pour évaluer. Je suis revenue avec un plateau. Je me suis assis en face d'eux. Alors, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le pensais. C'est très gentil de venir de Lyon. Mais je suppose que ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Quelle est la raison spéciale de votre venue? Ils se sont regardés. Un silence de négociation. Qui allait parler? Finalement, ma grand-mère a posé sa tasse. Un bruit sec sur le bois de ma table basse. Valentin, a-t-elle commencé. Tu sais que l'héritage familial est la chose la plus importante pour nous. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Eh bien, les temps sont durs. Très durs. Elle a pris une inspiration. Valentin, la ferme de Dordogne, nous l'avons vendue. La semaine dernière. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La ferme. Le lieu de tous mes souvenirs. Le seul endroit où papy Marcel m'avait parlé des paternes. Vendu? Et la quincaillerie, a poursuivi Didier, d'une voix sourde. Elle a fait faillite. Tout est fini. Nous avons tout perdu. Je les ai regardés, un par un. La matriarche déchue. Le fil prodigue raté. Les sœurs suiveuses. Ils n'étaient pas venus en conquérants. Ils étaient venus en réfugiés. Mais je me trompais. Ils n'étaient pas venus chercher refuge. Ils étaient venus chercher un nouveau territoire. Je n'ai rien dit pendant une longue minute. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je fini par dire. C'était vrai. Malgré ma colère, la perte de la ferme, de l'héritage, me touchait. Ne le sois pas, a dit Geneviève sèchement.
Ce ne sont que des briques. Ce qui compte, c'est la famille. N'est-ce pas? Mon oncle Didier s'est levé, il a commencé à faire les 100 pas. La famille, c'est ce qui reste, a-t-il dit, comme s'il récitait une leçon. Ma tante Brigitte a alors pris la parole, son regard brillant d'une excitation soudaine. Et c'est pour ça que nous sommes là, Valentin. La tradition de la réunion annuelle, elle ne peut pas mourir. C'est le cœur de notre famille. Nous devons continuer. Un silence s'est installé. Un silence lourd, plein de sous-entendus. Je les regardais, et lentement, l'horrible réalité de leur visite commençait à se former dans mon esprit. Je les ai regardés, ma grand-mère, mes tantes, mon oncle. J'ai regardé mon grand salon. Mon jardin. Ma cuisine ouverte. Et j'ai compris. Vous? Ai-je commencé, ma voix un simple souffle. Vous voulez organiser les réunions de famille, ici? Le visage de ma tante Sylvie s'est illuminé. Oui. Ne serait-ce pas parfait? C'est encore plus grand que la ferme. Et ce jardin magnifique pour les enfants. Et puis, l'île, c'est central, c'est pratique. Nous pourrions tous venir, a ajouté Brigitte. Il y a tellement de place. Nous pourrions loger ici, bien sûr. Reprendre la tradition. J'étais sidérée. Je n'arrivais pas à respirer. L'audace. L'audace pure et absolue. Ils ne m'avaient pas adressé la parole pendant 3 mois. Ils m'avaient banni de la dernière réunion. Ils avaient menti, manipulé, et m'avaient laissé seule. Et maintenant qu'ils avaient tout perdu, ils se présentaient chez moi, non pas pour s'excuser, mais pour réquisitionner ma maison. Laissez-moi récapituler, ai-je dit, ma voix tremblant de colère contenue. Il y a 3 mois, vous m'avez délibérément exclu. Vous m'avez jugé indigne de faire partie de la famille. Parce que j'ai refusé de jeter 50 000 € dans une entreprise en faillite. Et maintenant que vous avez perdu votre maison, vous voulez que ma maison devienne le nouveau quartier général de la famille? J'ai vu la gêne sur le visage de mes tantes. Mais pas sur celui de ma grand-mère. Geneviève m'a regardé droit dans les yeux. Un sourire glacial s'est dessiné sur ses lèvres. Les désaccords familiaux arrivent, Valentin. Mais le sang est plus épais que l'eau. Nous sommes ta seule famille. Elle pensait que c'était un argument imparable. Elle pensait que mon besoin désespéré d'appartenance, ce besoin qu'elle avait cultivé et exploité pendant des années, allait l'emporter. Elle pensait que j'allais céder. Que j'allais être tellement reconnaissant qu'il daigne revenir vers moi que j'allais tout accepter. C'est alors que j'ai compris qu'elle jouait une partie bien plus complexe. Elle ne venait pas en suppliante. Elle venait reprendre le contrôle. En faisant de ma maison le nouveau centre de la famille, elle redevenait la matriarche, régnant sur mon succès. Le sang est plus épais que l'eau, Valentin, a-t-elle répété. C'est alors que j'ai compris qu'il n'était pas venu seul. Il y avait une 5e personne dans la voiture, que je n'avais pas vu descendre. Un homme en costume. Ma grand-mère a souri. D'ailleurs, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. La porte d'entrée, que je n'avais pas complètement fermée, s'est ouverte. Un homme d'une 60aine d'années, au costume sombre, est entré. Il tenait une mallette en cuir. Valentin, a dit ma grand-mère de sa voix la plus douce. Je te présente Maître Hilaire. C'est le notaire de la famille à Lyon depuis 30 ans. Maître Hilaire m'a tendu une main molle. Son regard était désapprobateur, comme si ma maison moderne était une insulte à la bienséance. Monsieur, m'a-t-il salué froidement. Je suis devenu blême. Un notaire? Pourquoi un notaire? Maître Hilaire, a poursuivi ma grand-mère, voulait être présent pour finaliser les arrangements. Quels arrangements, ai-je demandé, ma voix à peine audible. C'est le notaire qui a parlé. D'une voix monotone et administrative. Monsieur, votre grand-mère, Madame Geneviève, m'a contacté il y a 2 semaines. Elle m'a expliqué que, suite à la perte regrettable de la propriété de Dordogne, vous aviez, généreusement, offert votre propre maison pour devenir le nouveau lieu de rassemblement familial. J'ai regardé ma grand-mère. Elle souriait, triomphante. Maître Hilaire a continué. Elle m'a donc demandé de venir aujourd'hui pour, disons,
officialisé cet arrangement devant témoins. Elle m'a également informé qu'elle avait déjà annoncé la bonne nouvelle à l'ensemble de la famille élargie. Les 30 membres. Elle m'a dit qu'ils étaient tous ravis que vous ayez, je cite, supplié pour accueillir la réunion cette année, afin de réparer votre absence de l'année dernière et d'aider la famille dans ce moment difficile. Le piège. Il s'est refermé sur moi avec une précision chirurgicale. Ils n'étaient pas venus demander. Ils étaient venus exiger. Ils m'avaient mis devant le fait accompli. Devant un témoin officiel. Ils avaient menti à toute la famille, utilisant mon honneur, ma réputation, pour me forcer la main. Si je refusais maintenant, devant le notaire, je serais celui qui humilie publiquement sa grand-mère en deuil. Je serais le monstre. Vous? Ai-je murmuré, en regardant ma grand-mère. Vous avez menti à toute la famille? Elle a perdu son sourire. Son visage s'est durci. Je l'ai fait pour le bien de la famille. Pour sauver notre héritage, nos traditions. Tu ne vas pas oser nous humilier, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après t'avoir élevé? Mon oncle Didier a renchéri. C'est ça, Valentin. C'est ta chance de te racheter. De prouver que tu n'es pas l'égoïste que tout le monde pense que tu es. La pièce tournait. La manipulation était si profonde, si vicieuse. Ils n'étaient pas venus demander. Ils étaient venus prendre. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié l'homme que j'étais devenu pendant ces 3 mois de solitude. Je n'étais plus le petit garçon qui cherchait désespérément à réparer leur pattern. J'étais un homme qui venait de voir le pattern dans toute son horreur. Et je savais ce que j'avais à faire. J'ai pris une profonde inspiration. Le brouillard dans ma tête s'est dissipé. La colère a fait place à une clarté glaciale. Le scientifique de données en moi reprenait le dessus. Maître Hilaire, ai-je dit calmement. Je vous remercie d'être venu de si loin. Mais je crains que ma grand-mère n'ait omis quelques données cruciales dans son exposé. Le notaire a haussé un sourcil. Je me suis tourné vers ma famille. Commençons. Donnée numéro 1, oncle Didier. Vous n'avez pas demandé de l'aide. Vous avez exigé 50 000 €. Je n'ai pas refusé par mépris. J'ai refusé parce que j'ai fait une analyse logique. Votre modèle économique était mort. Je vous ai dit la vérité. Et vous m'avez traité d'ingrat et vous avez menti à toute la famille sur mes intentions. Mon oncle Didier est devenu rouge pivoine. Comment oses-tu? Je n'ai pas fini, l'ai-je coupé. Donnée numéro 2, ma grand-mère. Vous ne m'avez pas exclu parce que j'étais occupé. Vous m'avez exclu par punition. Et ce n'est pas la première fois que vous manipulez les choses. N'est-ce pas, mamie? J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes emails. Vous vous souvenez de Clara? Mon ex-petite amie? J'ai un email très intéressant qu'elle m'a envoyé après notre rupture. Un email où elle détaille la conversation téléphonique que vous avez eue avec elle. L'email où elle explique comment vous lui avez dit que j'étais incapable d'engagement et que je la détruirais, point. Le visage de Geneviève s'est décomposé. Elle ne pensait pas que je savais. Vous n'avez pas protégé la famille, mamie. Vous avez activement détruit mon bonheur. Par jalousie? Par contrôle? Assez, a-t-elle crié. Non, ai-je crié à mon tour. Pas assez. Vous avez méprisé mes choix pendant 15 ans. Vous avez méprisé ma carrière, ma vie. Mais maintenant que l'héritage réel de papy, la quincaillerie, a fait faillite, maintenant que la ferme est vendue, vous débarquez ici. Dans ma maison. Construite avec l'argent de mon travail virtuel. Et vous exigez de la prendre? Vous ne cherchez pas une famille. Vous cherchez un plan B. Vous cherchez un nouveau navire à piller. Le silence fut absolu. Maître Hilaire me regardait, bouche bée. C'est alors que ma tante Sylvie, qui n'avait pas dit un mot, a fondu en larmes. Il a raison, Geneviève, a-t-elle sangloté. Il a raison. C'est ce que Marcel disait aussi. Ma grand-mère s'est tournée vers elle. Tais-toi. Non, a crié Sylvie.
Papy Marcel, à la maison de repos, il me l'a dit. Il a dit, on a étouffé Didier avec cet héritage, et maintenant on essaie d'étouffer Valentin parce qu'il a réussi sans nous. Il a dit que tu étais devenue amère. Ma grand-mère s'est levée, tremblante de rage, sa main levée comme pour frapper sa propre fille. Comment osez-vous? Tous autant que vous êtes. Après tout ce que j'ai fait. Je l'ai interrompu. Ma voix était calme, mais tranchante comme une lame. Non, mamie. La vraie question, c'est, comment osez-vous? Je me suis levée à mon tour, et je me suis placée entre elle et mes tantes. Je n'étais plus le petit garçon de Lyon. J'étais le propriétaire de cette maison. J'ai passé toute ma vie d'adulte, ai-je dit, en regardant chacun d'entre eux, à essayer de réparer le pattern de cette famille. J'ai cru, comme un idiot, que si j'étais assez gentil, assez loyal, assez performant, je pourrais trouver l'algorithme qui vous ferait m'aimer pour qui je suis. Je me suis tournée vers Maître Hilaire. Maître, ce pattern familial est corrompu. Il n'est pas basé sur l'amour. Il est basé sur le contrôle, la culpabilité et le sacrifice à un héritage mort. Puis j'ai regardé ma grand-mère. Aujourd'hui, je l'ai enfin compris. Ce système ne peut pas être réparé. Il est conçu pour détruire tout ce qui est différent. Et la seule action logique, la seule chose saine à faire, c'est de quitter le système. J'ai pointé la porte d'entrée. Cette maison, ai-je dit, est mon système. Elle est construite sur mes choix, mon travail, et mon respect de moi-même. Et dans ce système, vous n'êtes pas la bienvenue. Tu nous mets à la porte, a balbutié ma tante Brigitte. Je vous demande de partir, ai-je corrigé. Il n'y aura pas de réunion de famille ici. Ni cette année, ni jamais. Maître Hilaire, je pense que votre mission ici est terminée. Le notaire, blême, a remballé ses affaires sans un mot. Mon oncle Didier m'a fusillé du regard. Tu le paieras, Valentin. Tu finiras seul. Je préfère être seul que mal accompagné, oncle. Ma grand-mère s'est approchée de moi. Son visage était déformé par la haine. Tu finiras seul, Valentin. Tu mourras seul, avec tes chiffres froids et ta maison vide. Non, ai-je dit doucement. Cette maison est pleine. Elle est pleine de mes choix. De ma paix. Et de mon amour propre. Des choses que vous n'avez jamais comprises. Je leur ai tenu la porte. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Et mamie? Elle s'est arrêtée sur le seuil. S'il vous plaît, ai-je dit, dites à papy Marcel, dites-lui que j'ai enfin compris son pattern, point. Ils sont partis. Un par un, ils sont montés dans la voiture immatriculée 69. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé. Et je me suis appuyée contre le bois, et j'ai tremblé. J'ai pleuré. J'ai pleuré la perte de ma famille. J'ai pleuré les 10 ans de ma vie que j'avais perdus à chercher leur approbation. Mais au milieu de ces larmes, pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis 2 ans. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai écrit un email. Chère Clara. Je sais que ça fait longtemps. Mais je crois que je te dois des excuses. Tu avais raison sur tout. Sur ma famille. Sur le contrôle. Il m'a fallu du temps, mais je suis enfin libre. Si jamais tu passes par l'île, le café est toujours chaud. J'ai appuyé sur envoyer. Et j'ai souri. 1 an s'est écoulé. Nous sommes en juillet. Je suis dans mon jardin. La maison est pleine de rire, de musique, de l'odeur du barbecue. Mais ce ne sont pas les 30 membres de ma famille. Il y a là Bastien, mon meilleur ami, et sa femme. Il y a mes collègues, devenus des amis proches. Il y a mes voisins. Et il y a Clara. Elle est revenue à Lille il y a 6 mois. Nous prenons notre temps. Nous construisons quelque chose de nouveau. Quelque chose basé non pas sur des obligations, mais sur des choix. Ma grand-mère et ma famille? J'ai entendu dire qu'ils organisaient une réunion dans une salle des fêtes louée près de Lyon. Ils continuent de poster des photos, parlant de l'importance de la tradition. Je leur souhaite bonne chance.
Je continue d'envoyer des chèques à la maison de repos de Papy Marcel. Je lui écris des lettres, lui parlant de mes patterns à moi. Je ne sais pas s'il les lit. Mais ça me fait du bien. Aujourd'hui, en regardant les gens que j'aime rire dans mon jardin, j'ai compris la plus grande leçon de ma vie. Ma grand-mère avait tort. Le sang n'est pas plus épais que l'eau. C'est le respect qui est plus épais. C'est l'amour qui est plus épais. La famille, la vraie, ce n'est pas un pattern dans lequel vous êtes né et auquel vous devez vous conformer. Ce n'est pas un héritage qui vous étouffe. La vraie famille, c'est un modèle que vous choisissez de construire chaque jour avec des gens qui vous respectent, qui vous célèbrent et qui construisent des frontières avec vous, pas contre vous. Si vous avez déjà été exclu par ceux qui auraient dû vous aimer le plus, si vous vous êtes déjà senti comme l'anomalie dans votre propre pattern familial, j'espère que mon histoire vous rappelle une chose, le rejet peut parfois être une redirection. C'est parfois la permission dont vous aviez besoin pour enfin commencer à construire votre propre système. Avez-vous déjà dû établir des limites strictes avec votre famille pour protéger votre bien-être? Avez-vous dû choisir entre votre bonheur et leurs attentes? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire est importante. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire a résonné en vous, et de vous abonner pour plus d'histoires sur la force que l'on trouve dans les moments les plus difficiles. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, parfois, la maison que vous construisez vous-même est la seule famille dont vous avez vraiment besoin.